Chers collègues, bonjour à tous, vous qui êtes ici, et puis je crois qu'il y a pas mal de gens aussi qui sont en ligne. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Donc, je crois que j'ai 1 heure et quart à peu près en tout et pour tout. Je vais essayer d'aller un peu rapidement, hein, mais on va balayer les évolutions donc, du RIMP et la qualité des données. C'est des choses pour ceux qui regardent, et je vous invite, et j'espère que vous le faites, les comptes rendus du comité technique de la TIH, quelque chose qu'on a déjà vu pour la remontée M3. Et puis là, c'est des mises à jour pour les données M6. Donc je spoil en disant que c'est déjà beaucoup mieux que par rapport à ce qu'on avait vu en M3. Mais ce sera l'occasion, donc voilà, je vais essayer de laisser suffisamment de temps après parce que je pense que vous avez pas mal de questions, notamment avec, comme j'ai vu un post sur LinkedIn qui disait qu'avec l'automne, il y avait des feuilles qui tombaient comme les notices techniques de la TIH en ce moment. Donc voilà, donc on se laissera un peu de temps pour répondre à ces questions. Alors, sans plus tarder, donc, comme je vous disais, j'ai composé la présentation en 2 parties, hein, un rappel des évolutions du RIMP, alors récente, on va dire c'est plutôt 2022, et puis un bilan qualité des données. Comme je viens de le dire, par rapport à ceux qui ont vu, c'est les données à M3, mais là on va faire une mise à jour pour les données M6, et ce sera l'occasion en tout cas de revoir pas mal de points, et puis je suppose qu'il y aura des questions sur ça. Donc, sur la première partie, et qui sont les évolutions du RIMP, alors j'ai mis 2022 normalement, mais il y a des petites choses qui sont arrivées en M9 pour donc la semaine dernière, vu que Pivot a été publié, et puis on a annoncé aussi des choses pour 2023 déjà en juillet dernier. On va passer rapidement dessus. Alors, les évolutions qui ont été mises en œuvre donc, cette année, c'était un peu compliqué de les classer pour pouvoir avoir une présentation cohérente, donc j'ai choisi celle-là, mais on aurait pu entrer par le côté RPS, R3A, etc. Grosso modo, c'était donc une description des prises en charge, c'est-à-dire que vu le contexte actuel, vous savez, il y a la réforme du financement de la psychiatrie avec ses différents compartiments, il y a la réforme des autorisations, etc. L'idée, elle était de mieux décrire ce qu'on pouvait décrire en l'état de ce qu'on sait des textes réglementaires, etc. Et clairement, il y a eu un choix de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que tous les textes soient écrits, carrés, etc. Et après, on me demande une description, ce qui aurait été la logique. Ou alors, bon, il y a des choses qui existent déjà. On sait à peu près que ça va être ça qui sera reconduit et mis en œuvre. Donc, autant avoir des données qui remontent. Et puis après, on regardera là-dedans et on ajustera au fur et à mesure. Et c'est bien cette deuxième option qui a été choisie, qui peut être critiquable, mais qui a été vers laquelle on s'est orienté. Et donc, notamment, on a décidé de mieux décrire les prises en charge dans les UMD. Dans le pénitentiaire, c'était les UHSA, SMPR, etc. Tout ce qui tourne autour de la prise en charge des détenus. Les unités parents-bébés et les prises en charge conjointes. Et ça a donné lieu à des nouvelles formes d'activité. On verra dans la deuxième partie ce que ça a donné. L'autre point important aussi, c'est la description du temps partiel, qui est un gros dossier pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Vous savez un peu toutes les difficultés de la description de cela. Je rappelle, ce fichier compte temps partiel, on l'a mis en œuvre il y a maintenant 2-3 ans. L'idée, elle était de remplacer un dispositif qui était un peu compliqué, quand je dis un peu, en tout cas les plus anciens ici le savent, de description des activités combinées, parallèles, associées, etc. Et notamment, d'une part, et d'autre part, décrire les activités donc, ou les prises en charge à temps partiel dans les séquences, donc dans les RPS, c'était un cumul. Donc on savait qu'un patient, il était venu 30 ou 50 ou 10 ou 3 fois sur un trimestre. Mais par contre, pour reconstruire des parcours, etc., c'était très compliqué. Et notamment le fait que aussi on utilisait le même numéro de séjour pour l'HDJ et pour le temps complet, notamment. Et donc la première étape a été de se dire,
les dates devenues normalement de ces patients-là, elles sont dans les systèmes d'information et elles ne remontent pas. Donc c'est pour ça qu'on avait mis en place ce fiche comp qui était plutôt à des vertus administratives en premier lieu, pour venir d'une part donc enrichir ce savoir qu'on n'avait pas tous ensemble et qui correspondait à des demandes récurrentes de la part des collègues, notamment chercheurs. Et d'autre part, c'était aussi pour supprimer ce dispositif de codage des activités combinées parce qu'il était compliqué à interpréter. Entre-temps, il y a eu la Covid, il y a eu des demandes justement d'expliquer comment les établissements se sont adaptés. Du coup, on avait dû, si vous vous rappelez, rajouter en plan, ça devait être au mois de juin comme ça, au pied levé avec une liste de prestations, etc. Et ce fiche comp là aussi qui s'est développé. Et l'année dernière, dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie, notamment pour les collègues qui sont dans les cliniques ex-OQN, il y avait besoin de décrire de façon plus précise leur type de prise en charge. Et c'est pour ça qu'on a proposé donc qu'il y ait une première étape, parce qu'on aurait pu se dire aussi, ah bah, tiens, on va décrire exactement ce qui se passe dans les hôpitaux de jour et tout, mais dans le cadre du comité technique de la psychiatrie avec les différents représentants des fédérations, clairement, et on le savait, hein, enfin, que les systèmes d'info n'allaient pas permettre ça, et en tout cas aussi rapidement. Donc on a choisi quelque chose qui est entre deux, donc, mais je pense que ça va poser pas mal de questions là-dessus, avec la notion de prédominance, qui n'a pas été toujours très très simple à interpréter pour les collègues sur le terrain. Et donc ça a donné lieu à 5 modalités. Grosso modo, on regardait le patient quand il venait, sur la journée ou sur la demi-journée, en fonction du nombre d'intervenants ou les ateliers auxquels il a participé, et du nombre d'intervenants et du nombre de patients, ce qui faisait un tableau à 4 cases. Et puis on voulait aussi repérer les activités de sismothérapie. Pareil, là aussi, vous savez, il y a quelques années, on avait introduit les actes de CCAM, particulièrement pour repérer les activités de sismothérapie sur lesquelles il y avait vraiment beaucoup de trous dans la raquette. Quand c'était pris en charge dans le MCO, on arrivait à les suivre, mais par contre, en psychiatrie, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'était une première étape, et là, c'était pour renforcer. Les actes de CCAM, normalement, pouvaient être remontés aussi dans le cadre des RPS de temps partiel, mais on a vu que ça n'était pas du tout le cas. C'est pour ça aussi qu'on a proposé que ce soit une modalité à part entière. Alors, l'autre point, en 2022, là aussi, pour décrire des choses en fonction de la remontée et des demandes qui nous a été faites de façon régulière, c'était de décrire les actes. Et donc, la première des choses, c'est qu'on a donc créé des nouveaux actes, notamment avec des questions très, très récurrentes qui étaient « je prends en charge le patient tout seul ou avec ses proches », et c'est complètement différent d'un entretien habituel. Du coup, on a apporté ces extensions pour permettre de dire est-ce que l'entretien était en l'absence du patient, est-ce que c'est un entretien standard, donc avec le patient, est-ce que c'est un entretien qui a été fait en dehors avec patient et famille, et puis juste avec la famille. L'autre point, c'est en lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les unités les prises en charge donc, par les équipes de périnatalité, de psychiatrie périnatale, c'était de prendre en charge donc, et de décrire ce qui s'appelle les actes conjoints. Ensuite, il y a eu l'année d'avant l'introduction de la modalité, ce qui nous permettait de nous inscrire. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait expliqué en pluriannuel qu'on allait avoir plusieurs axes de travail. Premièrement, c'était améliorer la description des parcours, notamment, et donc c'est ce qui avait donné lieu à, comme je disais tout à l'heure, au fait de mettre en œuvre le fiche comp avec ses dates pour améliorer la description des parcours. Et on avait dans le scope à l'époque aussi de décrire tout ce qui se faisait en télémédecine. Et du coup, on avait introduit une variable qui s'appelle modalité de réalisation de l'acte, en visant la vidéo, le présentiel, le téléphone. Et puis, au décours de ce qui était remonté et des questions, clairement, on a vu qu'il manquait donc la modalité mixte, c'est-à-dire quand il y a de la vidéo, mais qu'il y a une équipe, par exemple, qui se déplace au domicile du patient. On l'a réservé. Vous le savez, donc c'est décrit ainsi dans le guide méthodologique, cette modalité mixte pour les actes qui sont réalisés par vidéo et en présentiel. Par contre, quand c'est réalisé en présentiel et
au téléphone, par exemple, on va privilégier le présentiel, pardon. Parce que sinon, en fait, en termes de nombre de combinaisons, ça allait augmenter le nombre des modalités, etc. Et ce n'était pas forcément ce qui était vraiment voulu. Ce qu'on cherchait, c'était vraiment est-ce que c'était le présentiel versus ce qui était fait par vidéo. Et ensuite, on a rajouté aussi le courrier. On a rajouté le courrier principalement pour décrire les activités de téléexpertise psychiatrique. Et je me rends compte que là, j'ai oublié, il manquerait normalement un troisième point. Je suis déçu, personne n'a levé la main pour dire attention, il manque la téléexpertise psychiatrique. Donc voilà, donc il manquait justement la téléexpertise psychiatrique dans les nouveaux actes qu'on a rajoutés. Et enfin, pour décrire les actes, là aussi, l'année d'avant, on avait introduit et séparé notamment tout ce qui était urgence au sens structure des urgences, donc SAU dont on parle, versus toutes les unités qui ont été développées par les établissements pour les prises en charge en urgence. Et là aussi, c'était dans le contexte de la réforme de financement. On avait introduit aussi un lieu qui était autre parce que notamment, ça a été vu au cours des prises en charge et pendant la pandémie, il y avait des prises en charge dans des lieux qui n'étaient pas connus. Je veux dire rapidement, par exemple, les maisons de santé, etc. Et il n'y avait pas ces lieux qui étaient décrits. L'idée, elle est bien sûr toujours, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de trouver le juste milieu entre des choses qui ne sont pas décrites réglementairement, etc., et puis quand même arriver à de la description. Donc c'est pour ça qu'il y a régulièrement des questions, disant j'ai croisé le patient à tel endroit, je l'ai vu, etc. Malheureusement, voilà, on ne va pas avoir une liste exhaustive de tous les lieux où il peut y avoir une prise en charge. C'est pour ça qu'on a bien précisé, il faut que ce soit des lieux formalisés avec, je ne sais pas, une convention, etc. Et puis, comme vous avez dû le voir, la notion même de lieu, avant l'introduction de la modalité de réalisation de l'acte, c'est-à-dire présentiel, vidéo, audio, c'était le lieu de réalisation de l'acte et le lieu de présence du patient étaient allés de fait ensemble, sauf dans le cas où le patient il n'est pas présent. Et donc le fait d'avoir introduit présentiel, vidéo, etc., faisait que en fait on a fait évoluer la notion de lieu. Ça n'est plus le lieu de l'acte, mais lieu de présence du patient. Là aussi c'est pour mieux décrire les choses, mais aussi dans le contexte de la réforme du financement de la psychiatrie, sur lequel mes collègues reviendront demain, avec un coefficient ou une surpondération pour tout ce qui est réalisé pour des patients qui ne sont pas sur le lieu de prise en charge de l'établissement. Et donc, pareil, on s'est retrouvé à dire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Au vu des questions, on a proposé la modalité LNA, c'est-à-dire lieu non attendu, et notamment pour les lieux quand le patient il n'est pas présent. Quand on fait une démarche ou une réunion, par définition, le patient n'est pas forcément présent. Pour différencier en fait l'exhaustivité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir codé cette variable versus, si on l'a vu, mais on la code bien, on a proposé cette valeur. Donc voilà, ça c'était ce qui a été mis en œuvre et annoncé donc en juillet pour la plupart 2021 et tout à la fin, et c'est ce qui a été un peu compliqué l'année dernière, c'était le fait que beaucoup de choses étaient arrivées en fin d'année, contrairement à ce qu'on essaye de faire régulièrement. Cette année, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 3 notices techniques qui sont parues là dans les 2-3 dernières semaines concernant la psychiatrie, et qui sont à mettre en œuvre donc dès M9, donc là, et qui sont bien sûr à poursuivre l'année prochaine. Donc premièrement, la nouveauté, c'est le recueil descriptif des unités médicales. Donc on met en place un fichier qui va recueillir, qui va s'appeler un FIQM Psy, qui est l'équivalent pour ceux qui sont dans les établissements multichamps du FIQM pour les autres champs. Comme vous le verrez dans la notice technique, ce qui est poursuivi là particulièrement, c'est vraiment, donc premièrement, pour 2 raisons. Contexte de réforme du financement de la psychiatrie, là aussi pareil, destiné à nos collègues qui sont dans les établissements privés à but lucratif, parce qu'en visant un certain nombre d'unités, l'autre objectif qui s'inscrit là aussi dans une meilleure description des parcours, etc., c'est que c'était de pouvoir recueillir
mais vous pourrez me poser des questions après parce que je pense que ça a suscité pas mal de questions. C'est en lien avec le chantier des autorisations et des mentions pour dire est-ce que l'unité elle est plutôt adulte, est-ce qu'elle est plutôt enfant, adolescent ou est-ce qu'elle est mixte. Ce recueil-là est facultatif là sur la fin en 2022 hein, vu qu'on le propose en M9 2022, sauf pour la vingtaine ou trentaine d'établissements ex-OQN dont je parlais. L'autre point, là aussi, ça concernait les établissements ex-OQN, c'est pour ça qu'on l'a fait, du fait de la réforme du financement et du ticket modérateur, etc. On a dû en fait proposer des modalités pour qu'il y ait le recueil des variables qui servent au chaînage parce qu'elles étaient véhiculées par le RSF et dans un certain nombre de cas, le RSF n'était plus produit parce qu'il était considéré par beaucoup comme la copie de la facture et donc qui dit plus de facture, plus de RSF et donc plus de données de chaînage. Or, c'est des données vraiment très importantes pour le suivi et comme je disais, pour la description du parcours des patients. Voilà ce qui était pour M9. Vous le verrez là, enfin vous avez dû le voir parce que c'est des choses qu'on a déjà annoncées hein, en juillet dernier, qui sont des choses à mettre en œuvre en 2023. Donc le premier, et qui est une révolution, qui est le passage d'un envoi et d'un recueil trimestriel pour le RIMP à un passage mensuel. Donc c'est vraiment ça, c'est la mensualisation du recueil et de la transmission à partir du 1er janvier 2023. Donc là aussi pareil, vous aurez le droit de me poser des questions. Je suppose que voilà, je me suis déjà fait alpaguer par une collègue en arrivant. Elle me disait mais t'es complètement fou, vous êtes déconnecté, tu te rends pas compte. Donc voilà, donc on pourra en rediscuter tout à l'heure. Ça s'accompagne, alors je ne sais pas si ça permet de faire un point positif, c'est de l'arrêt de l'enquête bimensuelle. Comme vous savez, là, pendant la pandémie, et c'était le fait justement de ne pas disposer de données de façon très régulière, les tutelles nous avaient proposé et demandé de mettre en œuvre une enquête bimensuelle. Donc, le fait de passer en mensualisation permet du coup d'arrêter cette enquête bimensuelle. L'autre point, c'est le recueil de l'isolement et de la contention. Là aussi, c'est un sujet à rebondissement. Je pense que ça doit faire 2 ou 3 fois que dans le cadre de ces journées, on en parle. Il y a enfin une publication donc, des décrets, une instruction et notamment une note à destination des éditeurs de logiciels qui a été publiée du coup cet été. En discutant avec les différents collègues, on me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas au courant de la publication de cette note. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. En tout cas, normalement, vos éditeurs se sont appropriés. Enfin, dernière chose, c'est la modalité dont on rajoute un nouvel intervenant suite à la demande lors du dernier comité technique de psychiatrie, en lien avec la description donc des infirmières de pratique avancée, ou des infirmiers ou infirmières de pratique avancée en psychiatrie. Donc la fameuse nomenclature mi-par-sexy, elle va avoir, je crois que c'est la lettre V, on rajoute. Donc après Edgar qui est devenu Edgar X, maintenant on a mi-par-sexy aussi qui évolue. L'ensemble de ces choses, comme je l'ai renoté là, ont fait l'objet de notices qu'on a essayé de publier un peu plus tôt que d'habitude. Hein. On avait déjà essayé de publier le compte-rendu du comité technique là, de juillet dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'année et c'est venu confirmer là par les notices techniques. Il y en aura une autre bien sûr qui va resynthétiser tout ça et puis je vous redonne un rendez-vous hein, au rendez-vous annuel habituel maintenant pour les nouveautés du PMSI qu'organise la TIH. Ça devrait être, je crois que l'info a été déjà publiée sur le site internet de l'agence, c'est courant novembre. Et puis, bien sûr, les comptes rendus du comité technique de psychiatrie. Voilà sur cette première partie. Excusez-moi, je regarde, il n'y a pas d'heure, je regarde juste si je suis... Bon, j'ai été rapide. Donc, la deuxième partie, c'était de faire un bilan qualité des données à cette remontée M6. Les données là datent d'il y a 2-3 semaines et c'est l'ensemble des choses là où vous voyez. On en a discuté d'ailleurs il y a 2 jours lors du comité technique de psychiatrie.
Alors, c'est pas une erreur, hein, c'est bien M3 2022, c'était juste pour que vous voyez. Donc, on avait fait ce bilan-là. Normalement, cette diapo, elle est dans le compte-rendu et le PowerPoint du dernier comité technique de juillet dernier par rapport aux données de remontée M3. Donc là, on a une description hein, sur les statuts des différents établissements, donc CH, CAX, CHS, etc. Alors, c'est pas une catégorisation très officielle, mais je trouve que voilà, pour ceux qui sont dans le métier, tout de suite on voit l'intérêt de ce type de descriptif. On a repris ici, bah c'est cool, ça marche, les établissements pour avoir un comparatif de 2021 à M12 qui ont envoyé des fichiers soit des RPSA, soit des R3A. Donc voilà, on retrouve à peu près des choses qu'on connaît. Et on avait regardé à M3 les établissements qui ont envoyé des RPSA et ceux qui ont envoyé des R3A. On voit à M3, voilà, on n'est pas d'habitude, voilà, par exemple pour les CH, on était à une centaine alors qu'il est attendu 120. Pour les PSPH à 99 alors qu'on est attendu à 120 là aussi. Pour le privé, on a juste eu une centaine d'établissements par rapport à un attendu qui était à 180, 190. C'était plus ou moins attendu, comme je vous le disais. Hein, malheureusement, l'année dernière, on a eu pas mal de nouveautés et le temps que ce soit validé, etc., notamment du fait du contexte de la réforme du financement, ça a été annoncé un peu tard. Voilà, mais quand même, au vu des remontées, des discussions que je pouvais avoir avec les collègues, on était quand même un peu inquiet de cette exhaustivité. On a fait la même chose, du coup, pour le... Elle est où ? Pour le temps partiel, c'est-à-dire que là, on a regardé au sein des RPSA, ceux qui ont envoyé des RPSA avec des données en lien avec le temps partiel, donc avec les différentes formes d'activité. Et là aussi, on voit que c'est... et on les a comparés, pardon, avec le fiche comp temps partiel. Comme je le disais tout à l'heure, le fiche comp temps partiel est supposé donc décrire déjà de base les dates de venue du patient. Et donc, on a regardé quand l'établissement a envoyé un fichier RPSA avec des données en lien avec la prise en charge à temps partiel versus est-ce qu'on retrouvait un fiche comp temps partiel ou pas pour cet établissement. Donc là aussi, pareil, vous voyez très bien, les taux d'exhaustivité sont très différents selon les catégories. Et là, c'est juste une soustraction. Hein. C'était une colonne pour dire le nombre où ça manquait. Enfin, l'autre point qu'on avait regardé, c'était isolement-contention. Alors, la difficulté, c'est que le fiche comp isolement-contention, comme l'on l'indique, il décrit l'isolement et la contention. Alors que, en fait, pour pouvoir comparer et avoir un référentiel, c'était un peu compliqué. Donc, une approche, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, c'était de regarder les RPSA où la variable isolement était notée à 1, c'est-à-dire qu'il y a eu un isolement, même si les définitions ne sont pas les mêmes, etc. Ça permettait d'avoir à peu près une approche. Et là aussi, vous voyez, en termes d'exhaustivité, il y a des choses un peu bizarres, c'est-à-dire que des fois on a un fiche comp, mais on n'a pas de variable dans le RPSA, etc. Et donc ça, voilà, ça nécessite d'aller voir un peu plus précisément. Ça vaut là, mais ça vaut pour tout le reste. Hein. Dans les tableaux au valide aussi, on a essayé de faire évoluer les choses. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs forcément et le fait de les mettre à jour, mais je vous invite vraiment parce qu'on les a fait évoluer pour que ça puisse être les collègues en établissement puissent les voir, ces types d'erreurs. Alors, on a fait exactement le même tableau pour M6. Et là, c'était un petit ouf de soulagement parce que là, on arrive vers des choses pour lesquelles on a un peu plus l'habitude et par rapport à tout à l'heure, vous voyez, en termes d'exhaustivité, ça a nettement remonté. Donc voilà, on est par exemple pour les PSPH, on est à 115 versus 119. Bon, les HIA, on n'en parle pas. Les CHU à 23 versus 24 attendus. 119 pour les CH, 82 pour les gros ex-EPSM. Idem pour les fiches comp et idem pour isolement et contention. Donc voilà,
Donc en M6, on voit qu'il y a eu un retard de mise en œuvre effectivement en cours d'année sur la mise en œuvre donc de l'exhaustivité déjà d'un point de vue global. Ce qu'on a essayé de faire, et maintenant on va essayer de le faire de façon systématique à tous les comités techniques, on a à peu près 2 à 3 par an, c'est de suivre cela, et on a voulu aller un peu plus loin. Alors, dans les slides qui vont suivre, vous les aurez normalement chaque année. L'ensemble des diapos sont mises en ligne sur le site de la DESP, ainsi que je pense que l'enregistrement d'aujourd'hui. Et sinon, c'est aussi, comme je le disais, hein, vous les retrouverez dans le prochain compte-rendu du comité technique de psychiatrie. Ce tableau, donc, on va le voir sur l'ensemble de choses qu'on a essayé de voir. C'était donc les nouveautés 2022 que je vous ai présentées tout à l'heure et qui sont donc dans les cases bleues. Vert, c'est ce qu'on connaît déjà tous, qui sont historiquement les valeurs. Et puis en rouge, les valeurs non conformes. Si on prend là aussi, pareil, hein, par la même catégorisation. Et donc là, on a l'ensemble des formes d'activité. Donc 0,1, c'est l'hospitalisation à temps plein, hein, que vous connaissez tous. La 0,1D, donc D comme UMD. Là, par exemple, quand on regarde à la remontée M6, on voit que si on compte, ça fait 1, 4, 5, 6. Il y a 6 établissements qui ont remonté de l'activité sur cette forme 0,1D. On sait qu'il y a, je crois, 9 UMD en France, donc ça veut dire qu'il nous en manque 3. Donc voilà, donc l'évolution a été mise en œuvre, mais pas encore complètement. On va regarder là aussi 0,1. Je suis désolé, 01S ici, donc c'est pour désigner les UHSA. Jusqu'à maintenant, comme vous le savez, pour désigner les UHSA, ou les patients pris en charge en UHSA, il fallait passer par des codes secteurs, une hospitalisation à temps plein, etc. Un mode légal de soins, mais sauf que ça peut être libre, etc. C'était très compliqué. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre le fait d'avoir cette forme d'activité particulière pour mieux décrire les prises en charge dans les UHSA. Là aussi, pareil, on est à 4 plus 1, on est à 5 UHSA, alors que de mémoire, pareil, on doit être à 9, je crois, à 8, je ne m'en rappelle plus, en tout cas pour ce qui concerne la première vague des ouvertures des UHSA. Le P concernait donc les unités d'hospitalisation de prise en charge en psychiatrie périnatale. Là aussi, on a 4 qui sont déclarés et une. Tiens, c'est bizarre que ce soit exactement les mêmes chiffres. Mais oui, bon. Je vais revérifier parce que comme j'ai mis à jour mes tableaux un peu tard, je crains que mes yeux. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça permet aussi de regarder avec nos collègues des fédérations qui connaissent très bien les établissements de leur fédération sur la véracité et puis à quel point on a fait les évolutions. Bon, sur les 2, 3, 4, 5, 7, 20, etc., je ne reviens pas là-dessus. Donc là, pareil, hein, la lettre P, c'est tout ce qui concerne la prise en charge de périnatalité, le S en lien avec les détenus. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est la dernière colonne qui est en rouge. Colonne en rouge, ça veut dire qu'il y a eu au moins, sur le tableau du haut, un RPSA envoyé par l'établissement avec une forme d'activité qui n'existe pas. Et ça, quand même, c'est un peu embêtant, parce que bon, même si là, on est à 8 établissements, 1 partout, comme le rappelait Gaël tout à l'heure, dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie, même il y a une part dédiée mes collègues en reparleront demain, donc à la dotation à la file active, mais il faut arriver à désigner cette prise en charge-là, et notamment la base, c'est la forme d'activité. Donc,
Et puis, c'est des choses qui sont très anciennes, c'est-à-dire que le RIMP existe depuis 2006. Et là, clairement, c'est des problématiques de paramétrage des logiciels. Et ça, pareil, les tableaux ovalides qui sont là depuis 2006 permettent de les voir. Et puis, One permet aussi de les repérer. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces problématiques. La même chose, on va retrouver pour les formes d'activité, pour les prises en charge et la description via les R3A. Donc là aussi, bon, je ne reviens pas sur les formes d'activité en P et en S en bas, mais sur, pareil, la colonne en rouge où il y a 11 établissements, 15 CHS, etc. Alors, je n'ai pas regardé là combien de patients ça concernait, combien d'actes, mais ça doit interpeller. C'est-à-dire vraiment, c'est des formes, enfin, c'est une simple problématique de paramétrage ou de données qui ont été remontées ou des choses qui ont été faites localement pour des besoins en interne, mais qui ont été transmises. Mais ayez conscience que ça veut dire que c'est des données qui ne seront pas prises en compte. Alors, pour suivre ce qu'on j'avais présenté tout à l'heure, hein, les nouveaux actes, idem, on a regardé du coup, ça permet de regarder est-ce que les nouveaux actes qu'on a proposés sont utilisés. Donc, on le voit là pour l'entretien en l'absence du patient que c'est utilisé. L'entretien avec la famille aussi. Les groupes de psychiatrie périnatale, ça a donné lieu à pas mal de questions là aussi. Hein. Je vous rappelle, un entretien, c'est un patient, un groupe, c'est plusieurs patients. Même si beaucoup des collègues qui font de la psychiatrie, mais non, mais c'est pas un groupe, c'est une prise en charge conjointe, c'est un entretien. On n'a pas voulu bouleverser complètement, en tout cas les concepts qui sont derrière la nomenclature Edgar. C'est pour ça qu'on a proposé que l'extension aille sur les groupes. Donc là aussi, c'est utilisé. Et enfin, la lettre X, donc c'était pour tout ce qui était téléexpertise psychiatrique. Donc là, on voit là aussi que les établissements se sont emparés de cette évolution. Là aussi, à nouveau, j'attire votre attention sur la dernière colonne, donc qui sont des valeurs non conformes, c'est-à-dire en dehors des Edgar. Des Edgar. Là aussi, pareil. Est-ce que c'est une utilisation en interne avec une transmission par erreur Voilà. Si c'est ça, à la limite, bon, c'est pas très grave, mais je pense qu'il faut absolument les corriger. Si c'est autre chose, donc c'est des données qui ne seront pas prises en compte demain pour le calcul des files actives, etc. Là, par contre, on a regardé, du coup, j'ai regardé le nombre d'IPP, hein, donc c'est le nombre de patients, quelque part, pour les mêmes choses en haut. Et là, on voit que, voilà, par exemple, pour les CH, ça représente 12 080 patients. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Là aussi, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que d'habitude, je passe toujours par mes collègues statisticiens qui valident ce que je calcule et ce que je présente. Mais voilà, c'est pas négligeable. Alors, par rapport aux 393 000 patients qui sont vus en entretien, bon, 12 000, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est 12 000. Et d'autant plus que c'est des erreurs vraiment de paramétrage, c'est-à-dire c'est des actes qui n'existent pas dans la nomenclature. Et là aussi, pareil, ça vous permet de voir que, par exemple, pour la télexpertise de psychiatrie, voilà, on voit que c'est quelque chose qui monte petit à petit. On est encore à 135 patients, 180 patients, 16, 40, 48. Alors, ensuite, modalité de réalisation des actes. Là aussi, exactement le même exercice. J'espère que je ne vous endors pas avec tous ces chiffres et cette présentation, mais je pense que c'est important de regarder ça parce que voilà, il y a des enjeux derrière qui vont intervenir. Donc là aussi, pareil, en termes de modalité, hein, je vous ai mis en vert les anciennes modalités, donc réalisé par téléphone, donc le A, réalisé par courrier ou en mixte, le présentiel, la vidéo. On a d'autres valeurs qui remontent là, on a pu les récupérer, donc 0, 1, 2, 3, D, L, T.
Je suppose par exemple que ça, le T, a été utilisé pour désigner la téléconsultation. Je dis ça juste comme ça à usage interne et que ça n'a pas été corrigé. D'accord. On voit. Bon, je ne me rappelle plus si c'est le seul, s'il y a un seul établissement ou si c'est des établissements différents qui ont envoyé des valeurs différentes. Là aussi, pareil, quand on regarde en nombre de patients, les valeurs vides, c'est-à-dire on ne sait pas est-ce que le patient quelle est la modalité. Donc on est à 22 patients et ça représente 18 160 patients, par exemple, pour les CH ou 3200 pour les ex-CHS. Donc là aussi, ce n'est pas des choses... Bon, par rapport à la masse, c'est quelque chose de relativement peu important, mais il me semble que c'est des choses, entre guillemets, faciles à corriger et pas très compliquées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce diaporama? Voilà. Là, on a regardé les choses. Je vais vous achever. C'était de combiner, en fait, les actes. C'est-à-dire, là, vous allez retrouver les actes, accompagnement, démarche, entretien, les extensions qu'on a créées. On va retrouver les valeurs que je vous disais qui n'existent pas, versus les modalités de réalisation de l'acte. Ça donne lieu d'ailleurs à des questions régulièrement. C'est normalement, bon, un acte d'entretien, il peut être fait par audio aujourd'hui, de façon mixte, en présentiel ou en vidéo. Un entretien qui est fait par courrier, c'est un peu bizarre. Alors je sais, c'est très... en fait, maintenant, ça fait 10 ans que je suis à la TIH et donc régulièrement, quand on propose des choses, on dit ah non, mais là, c'est pas possible. Il y a toujours à un endroit, on dit ah mais non, nous on est très spécifique. On a, monsieur, cette activité là, mais là, voilà, on n'a pas encore trouvé une explication à ça. Donc je pense que c'est pas encore a été encore corrigé. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Donc du coup voilà, j'ai souligné en coloré en jaune les choses qui sont inattendues. Un accompagnement pareil, quand on voit la définition dans le guide méthodologique, pareil, qui est fait en courrier. Voilà, on a régulièrement la question sur cette histoire de courrier. Est-ce que c'est réservé exclusivement à la téléexpertise? La réponse, elle est non. C'est pas forcément réservé à la téléexpertise. Comme je le disais tout à l'heure, on l'a fait pour la téléexpertise, mais le cadre réglementaire étant ce qu'il est, comme vous l'avez vu, pour les modalités ou la téléconsultation, etc., on est dans un cadre un peu plus large que ce qui est d'un point de vue réglementaire, vous connaissez, pour la facturation, l'assurance maladie, etc. L'idée, là, elle était de dire, c'est pour ça qu'on l'a appelé modalité de réalisation des actes, pour voir et toute la richesse, en tout cas la diversité des différents types de prise en charge. Par exemple, oui, une démarche peut être faite par courrier. Je rappelle, la définition, c'est faire quelque chose à la place du patient qui est dans l'incapacité de la faire. D'accord ? C'est vraiment ça la définition de la démarche. Donc on peut le faire par courrier. Par contre, un entretien par courrier, non, ça me semble pas possible. Donc là aussi, pareil, on retrouve les deux colonnes vides et valeurs non conformes. La question que je me pose là aussi, c'est est-ce que, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ça a mis du temps pour mettre en œuvre ces évolutions, est-ce qu'il y a une reprise d'antériorité entre guillemets? Alors je sais, il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit mais tu rêves, on n'a pas le temps de faire ça. Mais bon, si c'est que ça, à la limite, on peut se dire voilà, donc ça ne peut que s'améliorer. On n'a pas regardé premier semestre versus deuxième semestre, etc. Mais voilà, mon rôle aujourd'hui, il est d'attirer l'attention et de dire attention à ça. Alors, le dernier point, je crois que pour l'ambulatoire, c'était, on avait regardé donc voilà les nouveaux lieux qui ont été proposés. Donc là, pareil, en L14 et lieux non attendus, ça a commencé pareil à être utilisé. Comme je vous le disais,
L'idée vraiment, quand on propose, c'était de regarder est-ce que c'est pertinent ou pas. Donc si c'était zéro partout, voilà, on se dirait, bon, ouais, cette évolution n'avait pas de sens. Là, on voit que ça a quelque part un peu de pertinence. Et là aussi, donc dans les valeurs, dans la colonne rouge, je ne vais pas regarder combien de patients ça concernait pour celle-là, mais on a là aussi des problématiques de paramétrage. Donc je ne peux que vous inviter à regarder ces paramètres-là qui sont déjà dans les tableaux valides depuis des années et que Pivoine, normalement, vous dit, voilà, c'est tel patient, telle journée, etc., où il y a un problème. Donc rapprochez-vous de vos éditeurs et pour les collègues geeks qui eux-mêmes paramètrent leur logiciel et ont la main dessus, jetez un coup d'œil. Voilà, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, on va faire un focus sur le fiche compte temps partiel. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'idée au début de ce fiche compte temps partiel, c'était vraiment de relever les dates, simplement les dates. C'était ça qu'on recherchait donc, pour améliorer comment dire, la description des parcours des patients où c'était un peu difficile parce que c'était un cumul. On a regardé un truc très simple qui était, on va regarder le nombre de journées de présence versus les demi-journées avec et les demi-journées de présence, donc les venues ou les séances, il y a tous les établissements, d'accord? Avec les deux sources, la source des résumés par séquence d'une part, et de l'autre côté, le fiche compte temps partiel. Et on fait un point, c'est un finesse. Donc en abscisse, on a la source, c'est les RPS, en ordonnée, c'est le fiche comp. Personnellement, je m'attendais à ce que, bon, on ait une droite comme ça, c'est-à-dire de 100%, c'est-à-dire qu'on a exactement, quand on regarde le nombre de journées qui provient des deux sources, ce qui serait super, c'est parfait. Je m'attendais à ce qu'on ait des établissements en bas, ici, c'est-à-dire un manque d'exhaustivité. D'accord. Mais la surprise, ça a été de voir qu'on a des établissements en haut. C'est-à-dire que dans le fiche comp, il y a beaucoup plus de venues, de descriptions, etc., que quand la source, elle provient des RPS. Alors, on a commencé à creuser. Je sais que pour certains collègues, en fait, dans les systèmes d'information, comme c'est basé sur l'eurodatage, des fois si le patient il vient la veille, l'après-midi, des fois ça continue sur le lendemain pour calculer le fiche comp, etc. Donc là aussi, vous le verrez en M9 sur les tableaux ovalides et je vous invite vraiment à le regarder pour que nous aussi, parce que comme on travaille sur des données anonymisées, etc., c'est ce qui peut expliquer que des fois, voilà, on fait des erreurs dans nos tableaux et n'hésitez pas à nous le signaler. Le tableau forme d'activité, donc dans Ovalide, qui va exploiter les données arrivant donc des RPS. Vous savez, c'est par forme d'activité, vous avez le nombre de venues. On va rajouter le nombre de venues d'une demi-journée ou de séance, le nombre de patients concernés, et la même chose à partir du fiche comp. Pour ceux qui ont suivi, il y avait déjà les différentes formes d'activité et les modalités de venue, etc., qui étaient signalées avec un tableau supplémentaire. Là, à partir de M9, on va rajouter aussi les données issues du fiche comp, tel que je vous les ai présentées là. Il faudra regarder du coup le nombre de journées calculées, le nombre de patients, etc., pour voir est-ce qu'on est dans cette cohérence ou pas. J'ai fait un focus là sur les formes d'activité en HDJ. Donc là, c'est les fameuses modalités dont je vous parlais tout à l'heure, avec les 5 groupes, qui est juste une première étape pour mieux décrire les hôpitaux de jour. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'était juste, il est venu pour une journée, il est venu pour une demi-journée, point. C'était l'histoire de la prédominance de la venue. On voit que c'est utilisé, d'accord. Là aussi, pareil, on a beaucoup d'établissements pour lesquels il y a du vide, c'est-à-dire que ça n'a pas été rempli. Donc voilà, la question c'est est-ce que pas de reprise d'antériorité? Est-ce que plutôt non, au contraire, c'est des difficultés? Je sais qu'en discutant avec les uns et les autres, il y a déjà une problématique d'interprétation de la notion de prédominance, déjà, et puis deuxièmement, des problématiques de système d'info, c'est-à-dire comment les implanter. Mais dans un certain nombre, voilà, pour la plupart, on voit que ça a été mis en œuvre. Là, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi est-ce que c'était? Oui, là aussi, pareil, pour regarder en fait
une évolution qui date pas de cette année, mais qui date déjà des années précédentes, comme je le disais tout à l'heure, avec non seulement la date, mais la modalité de comment il est venu. On avait proposé à l'époque que les établissements qui sont donc les DAF, ou aujourd'hui on va parler d'ex-DAF, pour une venue d'une journée ou deux venues d'une demi-journée, utiliser les valeurs 1 ou 2, et pour les établissements ex-OQN, ils vont utiliser les valeurs 3 et 4. Donc là, on a l'ensemble des lignes. C'est vraiment regarder le fiche comp de façon brute, hein. On voit que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les combinaisons qu'on voit, et il y a un certain nombre justement de lignes où c'est vide, ou alors avec la valeur 0, alors que bon, ça n'existe pas, c'est quelque chose de non conforme, non attendu, donc c'est vraiment une problématique de paramétrage. Ce qui est un peu plus, enfin, je vais dire bizarre, non, c'est que si on pousse un peu plus loin, et on va regarder selon la classification, la catégorisation que je vous montrais tout à l'heure, en croisant les modalités donc DAF OQN versus la catégorisation. Donc normalement, on s'attend à ce que les établissements DAF utilisent juste les valeurs 1 et 2, quoi, pas les valeurs 3 et 4, et versus ceux qui sont en OQN prennent le contraire. Là, non. On voit que, en fait, dans la description, là aussi, alors c'est pas nombreux, heureusement, hein, mais par exemple, si je prends les collègues qui sont en CH, on a un certain nombre de leurs journées de présence ou de leur venue qui sont codées en 4 et 5, alors que ça devait être codé 1 et 2, comme le reste des copains des autres établissements. Et dans le privé, là aussi, pareil, on va trouver la majorité, bon, ils ont bien codé les valeurs 3 et 4, mais il y en a quand même qui utilisent les valeurs 13 et 14. Tout ça, c'est important parce que, en fait, comme je vous le disais, c'est vraiment des choses de paramétrage, hein. C'est des consignes qui sont claires, qui sont là depuis. Et ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui date déjà depuis 2 ou 3 ans. Mais ça va conditionner aussi demain la façon de catégoriser ou d'utiliser les données, etc. Et si voilà, on n'a pas cette notion-là et qu'on se dit, ah bah oui, mais moi je vais utiliser la valeur 1 et 2 sur cette variable-là, voilà, on se retrouve dans des erreurs derrière qu'on ne comprend pas avec des dialogues de sourds. Mais non, mais moi, mes chiffres, ils sont complètement différents des tiens, etc. etc., etc. Voilà. Donc là, pareil, le message, c'est je vous invite à regarder pour votre établissement qu'est-ce qui ressort comme données, et puis de vérifier est-ce que dans le tableau Ovalide tel que les données ressortent, est-ce que ça correspond à ce que vous avez dans votre système d'infos, et aussi à ce que Pivoine vous dit. Normalement, on a développé les choses pour que l'idée, elle soit que vous puissiez à chaque étape voir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Comme ça permet de s'y retrouver. Dernier point, et après, promis, je m'arrête. Je regarde juste l'heure. Le chaînage. Comme vous le savez, là aussi, ça s'inscrivait dans le cadre d'un des premiers axes de travail d'il y a 2 ou 3 ans, avec la meilleure description des parcours des patients, etc. Comme je disais, il y a eu le fiche comp. Et l'autre côté, c'était quelque chose dont on parle depuis très très longtemps et qui était un vrai trou dans la raquette du suivi des patients. C'était qu'on arrivait à chaîner les prises en charge des patients qui étaient pris en hospitalisation, parce que ça donnait lieu à de la facturation notamment, etc., où on demande la carte vitale ou l'attestation. Mais par contre, tout ce qui était ambulatoire, et particulièrement les patients qui étaient suivis exclusivement en ambulatoire et qui représentent 80% des prises en charge, on n'avait pas cette info-là. Donc, après moult rebondissements, etc., et tout, on avait mis en œuvre un recueil qui s'appelle le vide IPP, en lien avec le vide OSP il y a quelques années, et on essaye de suivre. Du coup, ça aussi, ça va être quelque chose sur lequel, aujourd'hui, bon, dans le cadre de la réforme du financement, il n'y a pas forcément cet enjeu-là, quoique on verra éventuellement demain, mais il y a un besoin de suivre ce que ça donne. Donc là aussi, pareil, un point, c'est un établissement. On a regardé, pareil, la question, elle est simple, c'est combien il y a de patients, quelle est la file active. Donc on a 2 sources, c'est soit les numéros anneaux, soit les IPP qui sont historiques, avec les avantages et les inconvénients des deux. On a regardé ça pour les patients qui sont en temps complet, donc là, qui sont quelque part voilà, hospitalisés, etc., où je disais c'est un peu plus facile. Et là, effectivement, on voit, donc en bas, la source, c'est les IPP, et en ordonnée, la source, elle est
la source, c'est les anneaux, pardon, excusez-moi. Donc la courbe, elle est à peu près, bon, à part pour cet établissement qui est vraiment qui sort du lot. Et quand on regarde la répartition là du pourcentage d'IPP qui est bien chaîné, c'est-à-dire à un IPP on trouve au moins un anneau, un numéro anneau et qui n'est pas en erreur. Je dis bien au moins un, parce que là aussi pareil, on se rend compte qu'en fonction des prises en charge, etc., à un seul IPP, on peut retrouver plusieurs anneaux. Parce que comme je le disais, l'idée, c'était pas que de regarder les parcours, c'était aussi d'essayer d'avoir cette approche sur l'identitovigilance, c'est-à-dire qui est une problématique dont l'importance est très variable selon les établissements. Donc là, pour tout ce qui est prise en charge à temps complet, on est plutôt dans des choses, voilà, je vous dis, la majorité semble plutôt entre 95 et 100% de leurs patients qui sont bien chaînés. Là, c'est vraiment l'ensemble de tous les établissements privés, toutes les catégories que je vais vous présenter tout à l'heure. Autre ambiance. Quand on regarde au niveau de l'ambulatoire, forcément, c'est un peu plus difficile, comme vous le savez, hein, parce que c'est des patients qui sont pris en charge en CMP. Là, il y a des patients qui peuvent venir une seule fois. C'est peut-être beaucoup plus compliqué, etc. Là, voilà, on voit que c'est pas la même chose. Et donc, si on compte en IPP ou qu'on compte en anneau, par exemple pour cet établissement là, voilà, on doit être autour de, je dirais, 22 000 patients, si je compte en IPP. Et par contre, si on prend en compte les anneaux, on est plutôt dans l'ordre de 3 000 patients. Il va falloir apparier que si on regarde, en fait, c'est des patients qui ont été suivis ou hospitalisés à un moment donné. On a pu récupérer du coup leur numéro anneau. Donc voilà, l'enjeu, il peut être du simple au quadruplé, quoi. Quand on regarde, voilà, pareil, hein, je vous disais tout à l'heure, on voit que la plupart des établissements, ils sont dans un taux de chaînage entre 0 et 5%, c'est-à-dire des IPP qui sont bien chaînés. Alors après, il y a aussi des établissements où on est entre 95 et 100%, d'accord ? On va pousser un tout petit peu plus loin et regarder quand c'est des patients qui sont suivis en ambulatoire exclusif. C'est-à-dire que grosso modo, il n'y a pas la source il a été hospitalisé à un moment. Bon, ça se rapproche toujours de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je crois que c'est moins bon. Et là aussi, pareil, on se retrouve entre 0 et 5, mais par contre, l'échelle, je suis désolé, je n'avais pas réussi à faire exactement la même échelle, on est à 350, alors que tout à l'heure, on devait être à moins. Et ça, donc, c'est de l'ambulatoire exclusif. C'est une première approche, hein, comme je vous le disais, même pour nous aussi en interne, de mettre en place ce suivi de façon régulière avec le comité technique, avec les fédérations qui sont le relais aussi vis-à-vis des établissements, et on profite de la dynamique du contexte là, de la réforme du financement pour travailler sur l'ensemble de ces choses-là, qui sont déjà hein, dans les tableaux ovalides. Par exemple, le premier tableau de synthèse, vous avez un comptage en nombre d'IPP et un comptage en nombre de anneaux, ce qui permet très rapidement de voir où est-ce qu'on en est. Après, bien sûr, c'est très difficile, et je partage ça avec vous, le fait de recueillir les numéros d'assurance maladie dans les CMP, quand c'est des patients qui viennent une seule fois, la question de est-ce que j'ai un lecteur de carte vitale ou pas, etc. etc. On a eu l'occasion de parler de ça de façon à différents rendez-vous ensemble. Voilà, c'était ma dernière diapo. J'espère ne pas vous avoir endormi. J'ai pas relevé un défi de placer 2 mots que m'ont donné deux collègues. Malheureusement, ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà. Et là, je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.